Les révolutionnaires sont des personnes qui sont menées par Monkey D. Dragon. Ensemble, ils forment l'armée des révolutionnaires et se battent contre le gouvernement mondial. C'est une organisation très mystérieuse et on sait peu de choses sur elle. Mais dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire rêver en vous parlant de 2-3 théories concernant les révolutionnaires. C'est parti! Bonjour à tous, c'est One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo théorie va être un peu particulière, j'en ai pas fait des comme ça avant. En fait, je veux pas prendre un point précis, comme par exemple le Shogun de Wano, ou bien les futurs gears de Luffy, ou bien encore même Barbe Noire. Non, là je veux prendre une organisation, les révolutionnaires, et je veux vous dire 3 théories dessus. Pourquoi je fais ça? Eh bien tout simplement parce que vous m'avez dit, mes abonnés, que je ne sors pas cette théorie. Et là j'ai trouvé 3 théories à dire sur les révolutionnaires, mais je savais pas faire une vidéo sur chacune de ces choses parce que ça allait être des vidéos beaucoup trop courtes. Et donc je les ai rassemblées dans cette vidéo. Si vous avez aimé le entre guillemets concept, c'est pas vraiment un nouveau concept, mais voilà, si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à liker et à me dire d'en faire d'autres dans les commentaires sur d'autres organisations ou d'autres concepts, par exemple le fruit du démon, le siècle oublié, etc. Enfin bref, j'en ai assez trop dit, commençons la théorie. Les révolutionnaires, ce groupe m'intrigue depuis très longtemps et je pense que vous aussi. À chacun des arcs de One Piece, on a à chaque fois des petites informations sur les révolutionnaires. Le dernier en date est Dressrosa. Là, on a vraiment eu des grosses informations sur ce groupe. On a vu Sabo, Koala, Hak. Après l'arc de Dressrosa, on a parlé du métal Sake, on a vu Dragon dans sa base à Baltigo. On a même eu une image lors du speech de Doflamingo qui nous a présenté les membres, on va dire, les plus importants des révolutionnaires. Et c'est là que commence ma première théorie. Apparemment, il est dit que Sabo est le numéro 2 des révolutionnaires. Et bon, moi dans ma tête, s'il y a un numéro 2, il y a d'office un numéro 1. Et bien sûr, là je ne parle pas de Dragon parce qu'on parle des hommes en dessous de Dragon, le chef de l'armée des révolutionnaires. Comme chez Barbe Blanche par exemple, il y avait Barbe Blanche, le capitaine de l'équipage, et en dessous il y avait Marco, le premier capitaine de la première flotte de Barbe Blanche, et ensuite il y avait Ace qui était le numéro 2, on va dire, le deuxième capitaine de la seconde flotte de Barbe Blanche. Et bien moi je vois Sabo comme ça. Mais bon, si Sabo est le numéro 2, qui peut bien être le numéro 1 des révolutionnaires? Je vous rassure tout de suite, je ne connais pas son nom, mais je pense juste qu'on l'a déjà vu, et c'est sur cette image. D'un autre côté, ça prend tout son sens parce que Sabo n'a que quoi, 20 ans, 22 ans, il ne peut pas être à son âge juste en dessous de Dragon, il doit d'office y avoir quelqu'un au-dessus de lui qui lui donne des ordres ou quoi, une sorte de bras droit du père de Luffy, et qui est le vrai numéro 1 des révolutionnaires juste en dessous de Dragon. Vu qu'on ne connaît pas son nom, on va tout simplement l'appeler l'homme au chapeau parce qu'il dispose d'un chapeau magnifique sur cette image. On ne connaît pas son nom, mais je peux d'ores et déjà vous dire son fruit du démon, et ça traîne depuis longtemps sur internet. J'y crois dur comme fer, et pour pas faire un copier-coller tel quel de la théorie, je veux rajouter des nouveaux éléments pour un peu apporter ma pierre à l'édifice de la théorie. Donc cet homme au mystérieux chapeau, ce mystérieux homme au chapeau a, selon moi et selon de nombreuses personnes, le Zoan du Corbeau. Le numéro 1 des révolutionnaires a le Zoan du Corbeau. Déjà, on peut voir que les révolutionnaires communiquent qu'avec des corbeaux. Voici quelques images. On voit qu'il reçoit leur message avec des corbeaux, on voit qu'ils envoient leur message avec des corbeaux. On n'arrête pas de voir des corbeaux chez les révolutionnaires. Sabo quitte Dressrosa à dos de corbeaux, et en plus il parle à ces corbeaux. Ça fait beaucoup de corbeaux. Et selon moi, et c'est ce que je rajoute à la théorie, cet homme a éveillé son Zoan au niveau le plus important. C'est le plus grand niveau de Zoan éveillé qu'on ait vu pour l'instant dans le manga. On a vu à Impel Down des Zoan éveillés, mais je ne pense pas que c'est le vrai éveil de Zoan. Ça, c'est, on va dire, le commencement. Mais ensuite, je pense que l'utilisateur du Zoan peut éveiller son fruit du démon à un tel point qu'il peut contrôler les animaux de son fruit. Comme par exemple l'homme au chapeau mystérieux, l'homme au mystérieux chapeau,
il a le Zoan du corbeau, eh bien il peut contrôler les corbeaux qui l'entourent. Et ça c'est juste magnifique parce que ça rentre avec l'éveil des Paramécias. Parce qu'on a vu que les Paramécias pouvaient en fait contrôler leur environnement et transformer leur environnement en la matière de leurs fruits du démon. Comme par exemple Doflamingo c'était les fils, eh bien ils pouvaient faire sortir des fils, ils pouvaient contrôler des fils à partir du sol, des murs, etc. Eh bien les Zoans en fait ils peuvent contrôler les animaux de leurs fruits. Bon, ce n'est qu'une théorie, mais imaginez juste par exemple l'éveil de Tony Chopper. Imaginez s'il peut contrôler par exemple les humains, ce serait totalement fou. Mais revenons à notre homme au mystérieux chapeau. Plusieurs indices me laissent croire que c'est le numéro 1 des révolutionnaires et que c'est le bras droit de Monkey D. Dragon. Selon moi, Eiichiro Oda s'est un peu inspiré du le Che Guevara, pour créer Monkey D. Dragon. Je dis pas qu'il s'est inspiré tel quel de sa vie, mais bon, ça se voit, et on voit même que sur le bureau d'Eiichiro Oda, il y a une photo du Che Guevara. Et si vous ne me croyez pas, ces photos ont été publiées lors du One Piece Great Newspaper volume 1. Je vais vous mettre le lien dans la description, comme ça vous allez pouvoir checker tout ça. Bon, là où je veux en venir, c'est si Monkey D. Dragon a été peut-être inspiré du Che Guevara, eh bien peut-être que son bras droit actuel a été inspiré de l'ancien bras droit du Che Guevara. Et l'ancien bras droit du Che était Fidel Castro. Et bizarrement, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il y a une ressemblance entre cet homme avec ce chapeau mystérieux et Fidel Castro. On voit que l'homme mystérieux a une barbe, Fidel Castro aussi. Fidel Castro souvent a une sorte de képi, casquette, l'homme mystérieux a un chapeau. Enfin voilà, c'est la fin de la première théorie. Dites-moi votre avis dans les commentaires, on enchaîne avec la deuxième. Grâce au chapitre 823, on sait tous que Baltigo a été détruit. Baltigo qui est, pour ceux qui ne se souviennent pas, la base, enfin l'ancienne base des révolutionnaires. Beaucoup ont pensé que c'était en fait Barbe Noire qui avait détruit cette base secrète. Eh bien en fait je dis non, ce n'est pas Barbe Noire. Selon ma théorie, je crois que Dragon et son armée ont détruit de eux-mêmes Baltigo pour quelque chose de plus grand. D'après moi, peut-être que Oda s'est inspiré de la prise de Moscou de 1812 pour créer l'événement qui s'est passé à Baltigo. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé lors de la prise de Moscou en 1812 et ce n'est pas grave si vous ne le saviez pas, on n'est pas tous historiens. Napoléon avait conquis toute l'Europe et il voulait aussi conquérir la Russie. C'est alors qu'en 1812, il s'est rendu à Moscou. À sa grande stupéfaction, il pensait qu'à Moscou, il allait trouver une grande armée de Russes qui allait combattre Napoléon. Eh bien non, il a trouvé la ville complètement incendiée. Vous voyez où je veux en venir. Je pense que Napoléon, on peut l'assimiler à Barbe Noire qui voulait détruire par exemple les révolutionnaires, et les Russes, on peut les assimiler aux révolutionnaires. Si Oda ne s'est pas inspiré de ce fait historique pour créer l'événement qui s'est passé à Baltigo, ça reste quand même un beau parallèle. Maintenant vous allez me dire, mais pourquoi donc Dragon et son armée ont-ils détruit Baltigo? Avant de vous dire pourquoi, j'aimerais juste attirer votre attention sur quelque chose, oui j'aime bien teaser, sur le nom du roi et de la reine du royaume de Goa, là où Ace, Sabo, Luffy ont vécu leur enfance bien évidemment. Le roi maintenant de ce royaume est Stelly, oui Stelly, l'ancien frère adoptif de Sabo. Stelly est maintenant le roi du royaume de Goa et sa femme s'appelle Sally Nantukanet. Nantukanet ou je sais pas comment on le prononce, mais bref. Est-ce que ces noms vous rappellent quelque chose? Stelly et Sally Nantukanet. Je sais pas vous, mais moi ça me fait penser à Marie-Antoinette et Louis. Et je veux bien sûr parler de l'ancienne reine des Français, Marie-Antoinette, la dernière reine, et de son époux, le roi Louis XVI. Quand vous regardez, leurs noms se ressemblent, Stelly et Louis, et Marie-Antoinette et Sally Nantukanet. Je ne pense pas que Oda a fait ça par hasard. Si les noms étaient empruntés, je pense que la situation du royaume de Goa est peut-être comme à l'époque du roi Louis XVI et de Marie-Antoinette. Et on le voit bien, Stelly méprise les gens. Il dit à un serviteur que la place des déchets est dans une décharge. Quel roi ça fait pour un royaume ça? Ma théorie est la suivante, je pense que Monkey D. Dragon a détruit de lui-même avec son armée Baltigo pour en fait aller au royaume de Goa et libérer ce peuple du roi Stelly. Dragon attendait peut-être juste la rêverie
pour commencer la vraie révolution contre le gouvernement mondial, et ça devait commencer par le royaume de Goa, là où il est né. Et c'est un timing parfait parce qu'il y a sûrement plein de marines qui protègent le roi Steli, et donc il n'y a peut-être pas beaucoup de protection au royaume de Goa. Et même s'il y en a, attendez la troisième théorie de cette vidéo. Vu comment Marie-Antoinette est morte, ça ne m'étonnerait pas du tout que Steli et Sali Nantukanet ne reviennent pas du tout dans le royaume de Goa, et s'ils reviennent, je pense qu'ils vont être exécutés peut-être par le peuple, mais bon, ça c'est un peu trop trash pour One Piece. Et là je parle bien sûr de guillotine et tout ce qui s'ensuit. On passe maintenant à la troisième théorie de cette vidéo, j'espère que vous êtes toujours là, j'espère que vous kiffez cette vidéo, en tout cas moi je kiffe la faire. On passe à la troisième théorie qui est sur la puissance des révolutionnaires. Comment vont-ils faire pour mener à bien leur révolution? On apprend dans le chapitre 803 que Dragon veut rassembler ses commandants. Et là Koala a dit mais quoi? On va tous les rassembler, tous aussi bizarres qu'ils sont. Petite parenthèse, ça peut appuyer ma théorie comme quoi il veut mener la révolution à Goa, et s'il veut la mener, il a besoin de beaucoup d'hommes et donc de tous ses commandants. Mais bref, mener une révolution, ça doit être quand même très dur, même si dans nos rangs, on a des gens comme par exemple Sabo, Ivankov, Koala, Ak. Voilà, c'est pas avec ça qu'on va mener la révolution qui va complètement changer le monde. On a besoin d'hommes, et ça je pense que les révolutionnaires l'ont, d'armes et de puissance. Et les armes des révolutionnaires, on n'en a pas tellement parlé. Et je pense qu'on en connaît déjà une. Et avant de vous dire c'est laquelle, souvenez-vous de Kuma. Kuma, c'est un ex-révolutionnaire. On sait pas trop s'il est toujours révolutionnaire ou pas. On sait que maintenant il a été lobotomisé par Vegapunk, mais sa dernière volonté, c'était de protéger le Thousand Sunny. Donc bon, révolutionnaire encore ou pas, il protège le fils de Dragon, on ne sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est qu'à Shabaodi, avant l'ellipse, il a œuvré pour le bien des Mugiwara en les répartissant tous sur une île spécifique. Et avant cela, il a fait disparaître un pacifista. Kuma sait exactement où il envoie les personnes qu'il touche avec ses coussinets. Et donc, je pense que Kuma a envoyé le pacifista sur Baltigo, pour que les révolutionnaires travaillent sur ces pacifistas et pour qu'ils deviennent aussi leur arme à eux. Sûrement que Dragon a de nombreux scientifiques qui peuvent travailler sur les pacifistas, peut-être qu'ils ont été améliorés durant l'ellipse, peut-être qu'ils ont des fruits du démon ou je ne sais quoi, mais ça risque d'être un truc de malade parce qu'on ne connaît pas vraiment les armes des révolutionnaires. On sait qu'ils veulent faire la révolution, mais bon, avec quelles armes? L'appui des pacifistas serait vraiment un truc de fou, et peut-être que maintenant ils ne s'appellent même plus pacifistas. Peut-être qu'ils ont juste récupéré la technologie qu'il y a dedans et ils ont fait des autres robots, des autres cyborgs. Une chose est sûre, c'est que Kuma est très louche et je pense qu'il est toujours un révolutionnaire. Peut-être même que Vegapunk est lui-même un révolutionnaire et que en fait il n'a pas lobotomisé Kuma. Peut-être qu'il a lobotomisé mais pour un an ou deux, ou pour le temps que les révolutionnaires mènent leur première révolution et qu'après ils rentrent au bercail chez les révolutionnaires. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette théorie. On va faire un petit récapitulatif parce que j'ai dit beaucoup de choses, mais j'ai dit 3 grandes choses essentielles dans cette théorie. Tout d'abord, le numéro 1 des révolutionnaires est l'homme au chapeau mystérieux, l'homme mystérieux au chapeau. Il a le Zoan du corbeau, il a éveillé son Zoan à un niveau qu'on n'a pas encore vu dans le manga, enfin si à la fin de Dressrosa, mais voilà, vous m'avez compris. Secondement, j'ai dit que Dragon a détruit de lui-même Baltigo et qu'il va mener une révolution au royaume de Goa. Et troisièmement, j'ai dit que l'armée des révolutionnaires sera constituée de pacifistas, ou du moins de robots ayant la technologie des pacifistas, peut-être améliorée, peut-être avec des fruits du démon ou d'autres choses. Voilà les amis, c'est la fin de cette théorie. Merci de l'avoir regardé. Désolé, normalement elle devait sortir le week-end, mais pour tout vous dire, j'ai pas trop eu le temps. Dimanche j'ai été au cinéma, puis j'ai eu un week-end assez chargé, j'ai été voir La La Land. D'ailleurs je vous le conseille à tous, c'est un magnifique film. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à liker. Merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. On se retrouve jeudi pour la review du chapitre et j'ai trop hâte qu'il sorte. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J't'aque.